Le jour où j'ai retrouvé mon manteau d'hiver dans le couloir de l'entrée, posé n'importe comment sur la rampe d'escalier, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le manteau qui m'avait alerté. C'était la voix de ma belle-fille, montant du salon, tranchante comme du verre. Ce jour-là, j'ai entendu des mots qui ont failli m'arrêter le cœur, et qui, au final, ont changé le cours de nos vies pour toujours. Je me présente. Arlette, 68 ans, retraitée de l'Éducation nationale. 32 ans à enseigner le français en collège à Poitiers. Mon mari Gérard est parti il y a 6 ans, d'une crise cardiaque foudroyante, un mardi matin ordinaire. On ne se remet jamais vraiment de ça. On apprend juste à continuer. Nous avions 2 fils, Christophe, l'aîné, 43 ans, cadre dans une entreprise de logistique à Bordeaux. Et Luc, le cadet, 40 ans, mon Luc. Luc est né avec une trisomie 21. Quand le médecin me l'a annoncé à la maternité, j'avais 28 ans et je ne savais pas encore que cette nouvelle allait me donner le plus beau rôle de ma vie. Luc a grandi, appris, travaillé. Il est aujourd'hui employé 2 jours par semaine dans une blanchisserie associative à Poitiers où il plie des draps avec une minutie que bien des gens sans handicap lui envieraient. Il aime les puzzles, les westerns à la télévision et il prépare le meilleur café du monde selon ses propres termes. Après la mort de Gérard, Luc est venu vivre avec moi dans notre maison de la rue des Glycines. 3 chambres, un jardin avec un figuier que Gérard avait planté l'année de notre mariage. Une maison estimée aujourd'hui à près de 380 000 € dans un quartier résidentiel calme. Pas 1 million, mais une fortune quand on a des intentions. Christophe avait épousé Valérie il y a 11 ans. Une femme organisée, ambitieuse, qui travaille dans l'immobilier. Elle sait exactement ce que valent les choses. Et parfois, elle sait aussi ce qu'elle veut en faire. Ce vendredi de mars, je revenais de chez mon médecin plus tôt que prévu. Le cabinet avait fermé exceptionnellement l'après-midi une réunion de la maison médicale, m'avait-on dit au téléphone. J'avais donc pris le bus du retour de 14h20 au lieu du 16h45 habituel. En tournant dans notre rue, j'ai aperçu la voiture de Valérie garée devant le portail, une petite Peugeot grise. Elle passait parfois le mercredi, rarement le vendredi. Mais bon... J'ai ouvert le portail doucement, sans bruit particulier. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entrée, j'ai posé mon sac dans l'entrée. C'est là que j'ai entendu la voix de Valérie, depuis le salon, nette, agacée, avec cette façon qu'elle avait de parler comme si elle réglait un dossier. « Non, mais écoute, Christophe, je t'assure, ta mère ne se rend pas compte. Ce type est adulte, il a 40 ans, et elle le traite comme un gamin de 10 ans. C'est malsain. Et, honnêtement, moi, ça me pèse. » Chaque fois qu'on vient, il est là avec ses mimiques, ses questions qui n'en finissent pas. Les enfants ne savent plus comment réagir. Lucie a encore demandé pourquoi il parlait comme ça. Qu'est-ce que je suis censée lui répondre? Une pause. Elle écoutait. Je sais bien que c'est ton frère. Mais là, c'est différent. Ta mère vieillit, Christophe. Elle a 68 ans. Elle ne peut pas s'occuper de lui indéfiniment. Et cette maison, tu y as pensé à cette maison? Elle est grande, elle est bien placée, elle vaut de l'argent. Si ta mère vendait, elle pourrait s'installer dans quelque chose de plus adapté à son âge. Et Luc, il y a des structures pour ça, maintenant. Des endroits très bien, très professionnels. Il serait mieux entouré qu'ici. J'avais la main sur le mur du couloir. Je ne bougeais plus. Arrête de culpabiliser. Ce n'est pas de l'abandon, c'est du bon sens. Et honnêtement, avec l'argent de la vente, on pourrait aussi enfin parler de ce que vous hériterez réellement un jour. Parce que là, entre la maison et les économies de ta mère, si rien n'est organisé, ça va partir en frais de prise en charge pour lui. Je ne dis pas ça méchamment. Je dis juste qu'il faut anticiper. Luc était au jardin. Je l'avais aperçu en passant devant la fenêtre de l'entrée, assis sur le banc en bois à côté du figuier, sa veste bleue sur le dos malgré le froid relatif. Valérie devait l'avoir envoyé dehors. Je suis ressortie par la porte d'entrée sans un mot, j'ai fait le tour par le portillon latéral et je suis allée le rejoindre dans le jardin. « Maman, tu es déjà rentrée ?» Son visage s'est illuminé comme toujours. Luc a ce don. Il est heureux de vous voir, vraiment, profondément, sans arrière-pensée. On ne fabrique pas ça. Le cabinet était fermé. « Qu'est-ce que tu fais dehors, mon grand? Il fait encore frais. » Il a haussé les épaules avec ce petit sourire résigné que je connaissais trop bien. Valérie avait un appel important. Elle m'a dit d'aller prendre l'air. Un appel important. J'ai regardé le figuier. Les premières feuilles commençaient à pointer. Gérard les guettait chaque année comme des signaux.
Tu ne trouves pas que Valérie m'aime bien, des fois? La question m'est arrivée dessus sans prévenir. Je me suis tournée vers lui. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Des fois elle me regarde et je vois qu'elle préférerait que je sois ailleurs. 40 ans. Et ce regard d'enfant qui cherche à comprendre ce qu'il a mal fait. Cette question m'a traversée comme une lame froide, parce qu'il n'avait rien mal fait, pas une seule fois. Nous sommes rentrés ensemble. Valérie était dans la cuisine, elle rangeait des tasses dans le placard du haut, avec cet air affairé qu'elle prenait pour signifier qu'elle rendait service. « Arlette, je ne vous attendais pas si tôt. Le rendez-vous s'est bien passé ?» Cabinet fermé, j'ai rebroussé chemin. « Merci d'être passé voir Luc. » Elle a souri. Un sourire parfaitement calibré. Ce soir-là, après qu'elle soit repartie, Luc et moi avons dîné en regardant un vieux western que Gérard aimait. À un moment, Luc a posé sa fourchette. « Maman. Est-ce que Christophe voudrait que j'aille vivre ailleurs ?» J'ai mis quelques secondes avant de répondre. Je ne voulais pas lui mentir. Pourquoi cette question? J'entends des trucs des fois. Je comprends pas tout, mais je comprends quand même. J'ai pris sa main dans la mienne, cette main que j'avais tenue des milliers de fois à la sortie de l'école, chez le médecin, lors des nuits de fièvre, lors de la mise en bière de son père. Tu ne vas nulle part que tu ne veuilles pas aller. Et personne ne décidera ça à ta place. Ni à la mienne. Il a hoché la tête, rassuré en surface. Moi, intérieurement, quelque chose venait de se mettre en mouvement, une détermination calme, froide, absolue, le genre que l'on ne discute pas, le genre que l'on exécute. Les semaines suivantes ont été une leçon d'observation. J'ai regardé ma famille avec les yeux de quelqu'un qui ne se laissera plus jamais duper. Chaque déjeuner du dimanche devenait un documentaire que je regardais avec une lucidité nouvelle. Un dimanche d'avril, Christophe et Valérie sont venus avec leurs 2 enfants, Lucie, 10 ans, et le petit Mathieu, 7 ans. Luc avait préparé une tarte aux pommes. Il avait suivi la recette de Gérard, étape par étape, avec des notes écrites sur un carnet. La tarte était excellente. Pendant l'apéritif, Lucie racontait qu'elle avait eu 20 en dictée. Luc l'écoutait avec cette attention sincère qu'il réservait aux gens qu'il aimait, posant des questions sur les mots qu'elle avait trouvés difficiles. Mathieu, lui, avait grimpé sur les genoux de son oncle et demandait à voir une photo de tracteur sur son téléphone. J'ai regardé Valérie. Elle observait la scène avec une expression que je n'arrivais plus à interpréter comme de la maladresse. « Luc, tu pourrais peu être laissé Mathieu tranquille, il doit être fatigué », a-t-elle dit avec son sourire habituel. « Il n'a pas l'air fatigué », a répondu Christophe sans lever les yeux de son verre. « C'est moi qui connais mon fils. » Mathieu n'avait pas bougé des genoux de Luc. Après le déjeuner, j'ai entendu Valérie et Christophe discuter dans le couloir, croyant que je faisais la vaisselle. J'étais en train de chercher un torchon dans le placard du bas, à 2 mètres de là. « Il faut qu'on parle sérieusement, Christophe. Ta mère n'est plus toute jeune. Et cette maison, ce serait dommage qu'elle parte en frais d'hébergement. Si elle vendait maintenant, pendant que le marché est bon à Poitiers, elle récupérerait facilement 380 000, peut être 400 000 avec un bon agent. Elle s'installerait dans un 3, en centre-ville, tranquille. Et pour Luc, il existe des foyers de vie très bien, avec du personnel qualifié. Il serait mieux encadré qu'ici, objectivement. Maman n'acceptera jamais. Maman n'acceptera jamais si on lui pose la question brutalement. Mais si on l'accompagne doucement, si on lui fait voir que c'est dans l'intérêt de Luc, elle finira par comprendre. Elle lui veut du bien, non? Alors il faut lui montrer que le bien de Luc, c'est ça. Un silence. Et nous, dans tout ça, on récupère notre part de l'héritage avant qu'il soit englouti. Christophe n'a pas répondu. Son silence était une réponse. Je suis restée immobile dans la cuisine, jusqu'à ce que j'entende leur pas s'éloigner vers le salon. Puis je me suis assise sur le tabouret près de la fenêtre et j'ai regardé le figuier de Gérard dans le jardin. Luc et Mathieu jouaient à se lancer un ballon sous les branches. Ce soir-là, j'ai commencé à écrire. Pas pour moi, pour lui. Le lundi matin, j'ai appelé Maître Loiseau, le notaire avec lequel j'avais traité la succession de Gérard. Je lui ai demandé un rendez-vous pour la semaine suivante, sans entrer dans les détails. Il m'a reçu un jeudi après-midi dans son cabinet de la rue Carnot. Je voudrais m'assurer que mon fils Luc sera protégé, quoi qu'il arrive, que personne ne pourra jamais décider à sa place, ni de l'endroit où il vit, ni de ce qu'il devient. Et je veux que la maison serve à ça. Maître Loiseau m'avait connu du temps de Gérard. Il savait qui était Luc. Vous avez pensé à la mise sous protection juridique? Il est actuellement sous curatelle simple, c'est bien ça? Oui. Je veux renforcer ça. Et je veux qu'un tuteur de confiance soit désigné par Christophe. Il a hoché la tête sans un sourcil levé. Les notaires voient passer toutes les familles.
Il y a une autre piste, Arlette. Vous pouvez constituer une association de droit local ou adhérer à une structure d'habitat inclusif. Avec le produit de la vente de votre maison, vous pourriez financer un projet de vie autonome pour Luc au sein d'un logement partagé de qualité, avec un accompagnement humain adapté. Ce ne serait pas un foyer institutionnel. Ce serait chez lui. L'habitat inclusif. J'avais vaguement entendu ce terme dans un reportage. Des personnes en situation de handicap qui vivent ensemble, dans un appartement ou une petite maison, avec un accompagnant de vie, pas une résidence médicalisée, pas une institution. Un vrai chez-soi. Expliquez-moi. Pendant plus d'1 heure, il m'a détaillé les possibilités concrètes, le dispositif d'aide à la vie partagée financé par la CNSA, les modalités d'attribution du logement, les structures associatives habilitées dans la Vienne. Il connaissait une association, Cap Avenir 86, qui portait justement un projet de création d'un habitat inclusif dans un pavillon en rénovation à Chasseneuil-du-Poitou, à 20 minutes de chez nous. En rentrant, j'ai trouvé Luc en train de reconstituer un puzzle de 500 pièces représentant la Tour Eiffel. Il le faisait pour la 3e fois de l'année et chaque fois avec la même concentration. Je me suis assise en face de lui. « Luc, est-ce que tu aimerais avoir ta propre maison un jour ?» Il a levé les yeux. « Ma propre maison ? Un endroit à toi. Avec d'autres personnes comme toi, des amis. Et moi à côté. Et je pourrais faire mon café moi-même ? Bien sûr. » Il a réfléchi une seconde. « Alors oui. Mais tu viens me voir souvent ? Tous les jours si tu veux. » Il a souri et repris son puzzle. Les semaines suivantes, j'ai rencontré la directrice de Cap Avenir 86, une femme d'une 50aine d'années, ancienne éducatrice spécialisée, qui portait ce projet depuis 3 ans. Le pavillon de Chasseneuil pouvait accueillir 4 résidents avec un accompagnant de vie présent chaque jour. Les travaux étaient presque terminés. Il manquait le financement d'un poste d'accompagnant pour 5 ans, environ 120 000 €, ce qui leur permettrait d'amorcer le modèle avant les subventions publiques. Avec le produit de la vente de la maison de la rue des Glycines, je pouvais financer ce poste, apporter une contribution à la rénovation du jardin du pavillon et conserver suffisamment pour m'installer dans un appartement de 2 pièces à Chasseneuil, à 7 minutes à pied du pavillon. J'ai pris ma décision un dimanche soir de mai, pendant que Luc dormait déjà, et que je regardais le jardin par la fenêtre de la cuisine. Le figuier avait ses grandes feuilles d'été maintenant. Gérard aurait su quoi faire sans que j'aie besoin de lui expliquer. Pendant tout ce temps, Valérie continuait ses visites. De plus en plus fréquentes, de plus en plus orientées. Elle avait changé de méthode. Elle ne parlait plus de foyer à Luc devant moi, mais elle avait commencé à m'apporter des articles imprimés sur la qualité de vie des aidants familiaux, sur l'importance de se ménager après 65 ans, sur les nouvelles résidences seniors à Poitiers. Un mardi de juin, elle s'est montrée plus directe. « Arlette, j'ai pris la liberté de contacter un agent immobilier de mon réseau, juste pour avoir une estimation actualisée de votre maison, sans engagement. Il dit qu'avec le marché actuel, vous pouvez viser 390 000, peu, être un peu plus si vous faites quelques petits rafraîchissements. » J'ai posé ma tasse de café. « C'est attentionné de votre part, Valérie. Christophe et moi voulons juste que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Vous n'êtes pas seule dans tout ça. Je sais. Merci. » Elle a souri. Elle croyait avoir avancé ses pions. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Loiseau pour lui dire que j'étais prête à finaliser. Christophe est venu me voir seul, un jeudi soir, quelques jours après. Il avait l'air embarrassé comme quand il était adolescent et avait fait quelque chose qu'il savait ne pas devoir faire. « Maman. Valérie m'a dit que tu réfléchissais à des changements. En effet, tu aurais dû nous en parler. On aurait pu t'aider à tout organiser. » J'ai regardé mon fils, cet enfant que j'avais aussi aimé de tout mon être, que j'avais élevé avec Gérard, qui avait grandi dans cette même maison, sous ce même figuier. « Christophe, est-ce que tu aimes ton frère ?» La question l'a stoppé net. « Bien sûr que je l'aime. Alors pourquoi tu ne l'as jamais défendu? Pas une seule fois, quand Valérie disait quelque chose de déplacé sur lui. Jamais tu n'as dit stop. » Il a regardé ses mains. « C'est compliqué, maman. Valérie a ses façons de voir les choses. Et toi, tu as les tiennes. Ou tu les avais. Je voulais juste que tout le monde soit bien. Tout le monde, Christophe. Luc aussi fait partie de tout le monde. » Il n'a pas répondu. Mais j'ai vu quelque chose passer dans son regard. Pas de la cupidité, plutôt de la honte. Peut être que c'était récupérable. Peut être pas. Ce n'était plus ma priorité. Le 3 septembre, jour que j'avais choisi parce que c'était l'anniversaire de Gérard, tout s'est mis en place. Le matin,
Luc était parti à la blanchisserie comme chaque mardi. Il ne savait pas encore que c'était la dernière fois qu'il rentrerait rue des Glycines. À 10 heures, Christophe et Valérie ont sonné à la porte. J'avais préparé du café et des madeleines. La politesse coûte peu. Ils se sont installés dans le salon. Valérie regardait la pièce avec ses yeux d'agent immobilier qui calcule les mètres carrés et la luminosité. « Alors, maman, tu nous as dit que tu avais pris ta décision. » « En effet, j'ai décidé de vendre la maison. » Valérie a baissé les paupières une demi-seconde, un soulagement qu'elle n'a pas su tout à fait cacher. « C'est une décision sage, » a dit Christophe. « Et pour Luc ? » Luc emménage aujourd'hui dans son nouveau logement. Un foyer. Tu as finalement trouvé une structure qui, pas un foyer, sont chez lui. Un pavillon à Chasseneuil-du-Poitou qu'il partagera avec 3 autres résidents. Avec un accompagnant de vie présent chaque jour, un jardin, une cuisine équipée où il pourra préparer son café lui-même le matin. Valérie a froncé légèrement les sourcils. Je ne connaissais pas cet endroit. Normal. Il vient d'ouvrir. C'est un projet d'habitat inclusif porté par une association, Cap Avenir 86. Et le financement du poste d'accompagnant pour les 5 prochaines années vient d'être assuré, grâce à une contribution privée. Quelle contribution ? J'ai posé sur la table le dossier que Maître Loiseau m'avait préparé. La mienne. J'ai utilisé l'intégralité du produit de la vente de la maison pour financer ce projet et m'installer dans un appartement à Chasseneuil, à 7 minutes du pavillon de Luc. Le silence qui a suivi n'avait plus rien de confortable. Valérie a regardé le dossier, puis moi, puis à nouveau le dossier. Vous avez utilisé tout l'argent ? Jusqu'au dernier centime. Et c'est le meilleur usage que j'en ai jamais fait. Mais, l'héritage. La part de Christophe. Nos enfants. Et voilà. Enfin. Le masque avait glissé complètement, sans qu'elle s'en rende même compte. L'héritage, Valérie, c'est ça qui vous préoccupe. Elle a ouvert la bouche. Je ne dis pas ça comme. Si, vous le dites exactement comme ça. J'ai entendu votre conversation téléphonique en mars. Celle où vous parliez de Luc à votre mari depuis mon salon, en l'ayant envoyé au jardin sous prétexte d'un appel important. J'ai entendu chaque mot. Et j'ai compris ce que je n'avais pas voulu voir depuis des années. Christophe avait pâli. Mamanji, tu n'as pas à te justifier maintenant, Christophe. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Luc. Pour qu'il ait un avenir stable, digne, joyeux. Un avenir que personne ne pourra jamais lui retirer parce qu'il sera inscrit dans les statuts d'une association et dans un contrat de résidence à vie. J'ai sorti une enveloppe que j'avais préparée la veille. Voilà une lettre qui vous explique ma décision en détail. Vous pourrez la lire tranquillement. Valérie regardait l'enveloppe comme si c'était quelque chose de dangereux. Contestez si vous voulez. Maître Loiseau vous expliquera qu'une donation de son vivant, effectuée en pleine capacité mentale et juridique, ne se conteste pas. J'ai 68 ans, je suis en bonne santé et j'avais tout mon discernement. C'est à ce moment que j'ai entendu la clé dans la serrure. Luc rentrait de la blanchisserie 1 heure plus tôt, parce que je lui avais demandé de rentrer tôt ce jour-là sous prétexte d'une surprise. Il est entré dans le salon, a vu Christophe et Valérie et a senti la tension sans pouvoir la nommer. Il se passe quelque chose ? Non, mon grand. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Tu t'en souviens ? Le pavillon avec le jardin dont on avait parlé ? Son visage a changé d'un coup. Celui de Chasseneuil ? Tu y emménages aujourd'hui. Tes affaires sont prêtes dans ta chambre. J'ai fait les cartons cette semaine pendant que tu travaillais. Il a battu des mains, très fort, comme il faisait depuis enfant quand quelque chose le rendait heureux d'une façon qui ne rentrait pas dans les mots. Et je pourrais faire mon café moi-même le matin ? Tous les matins. Il s'est tourné vers Christophe, tout excité. « T'as entendu, grand frère ? J'ai mon chez moi maintenant. » Christophe avait les yeux rouges. Il a hoché la tête sans parler. Valérie ne regardait plus personne. Quand Luc est monté chercher sa veste, je me suis tournée une dernière fois vers ma belle-fille. Luc ne vous a jamais rien fait. Il vous a tendu la main chaque fois que vous êtes entré dans cette maison et vous l'avez regardé avec du dégoût. Je ne sais pas ce que vous avez appris sur la différence en grandissant, Valérie. Mais je sais ce que j'ai appris, moi, en 40 ans. La différence n'est pas un problème à résoudre, c'est une personne à aimer. Elle n'a rien dit. Nous sommes partis. 6 mois ont passé depuis ce 3 septembre. Je vous écris depuis le petit bureau de mon appartement de Chasseneuil, fenêtre ouverte sur la rue Calme, à 7 minutes à pied du pavillon de Luc. Sa vie a pris une forme que je n'aurais pas osé imaginer. Il s'est lié d'amitié avec Didier, 38 ans, qui partage le pavillon et joue de la guitare le soir après dîner. Avec Amandine,
32 ans, qui peint des aquarelles et qui lui a appris à mélanger les couleurs. Et avec Noël, 55 ans, ancien agent d'entretien, qui s'occupe du jardin avec une autorité tranquille que Luc admire visiblement. Luc fait le café chaque matin pour tout le monde. C'est devenu son rituel, sa contribution, sa fierté. Il arrive le premier dans la cuisine à 7h30, mesure le café à la cuillère avec une précision absolue et attend que les autres descendent. « Mon café, il est meilleur que celui du bar d'en face », m'a-t-il déclaré la semaine dernière avec un sérieux parfait. Je n'ai pas cherché à vérifier, je l'ai cru. Il continue à travailler 2 jours par semaine à la blanchisserie, où il est maintenant chargé de former les nouveaux arrivants sur le pliage des draps plats, une responsabilité qu'il prend très au sérieux. Je passe mes matins au pavillon. On prend le café ensemble, on fait des puzzles, on regarde les westerns que Didier a aussi fini par apprécier. L'après-midi, je rentre chez moi, je lis, j'écris. J'ai repris contact avec d'anciennes collègues de l'Éducation nationale. J'avais laissé des amitiés de côté sans m'en rendre compte, absorbé que j'étais par la gestion quotidienne de tout. Du côté de Christophe, les nouvelles sont mitigées et honnêtes. Il est revenu seul, 2 mois après le 3 septembre. Il s'est assis dans mon salon de Chasseneuil et il a regardé longtemps par la fenêtre avant de parler. Je n'ai pas su protéger Luc, ni toi. J'ai laissé Valérie conduire et je me suis dit que c'était pour le mieux. C'était plus simple. Je sais. J'ai honte. Je sais ça aussi. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai réfléchi avant de répondre. Pas pour les faits, mais vraiment. Je te pardonne d'avoir été faible, Christophe. Pas d'avoir été mauvais. Il y a une différence. Mais maintenant, il faut que tu choisisses ce que tu veux être. Il est revenu voir Luc le dimanche suivant. Et celui d'après. Lucie et Mathieu aussi sont venus une fois avec lui. Mathieu a voulu voir le jardin et s'est retrouvé à planter des bulbes de tulipes avec Noël pendant 1 heure. Lucie a demandé à Amandine de lui montrer comment faire une aquarelle. Ces images-là, je les garde. Valérie n'est pas revenue. Christophe m'a dit qu'elle avait consulté un avocat, qu'elle avait évoqué une possible action en justice pour abus d'influence sur une personne âgée. L'avocat lui a apparemment expliqué que cela ne tiendrait pas. Elle s'est tue depuis. Je ne lui en veux pas d'être en colère. Je lui en voulais d'avoir regardé mon fils comme un obstacle. Il y a 3 semaines, une femme que je ne connaissais pas a sonné à la porte du pavillon. Elle cherchait Cap Avenir 86 pour son fils de 28 ans, autiste, dont elle ne savait plus quoi faire maintenant qu'elle approchait de la soixantaine. Elle pleurait dans le couloir d'entrée. Je lui ai préparé un café, Luc m'avait montré la bonne dose et on a parlé pendant 2 heures. « Vous ne savez pas ce que ça fait de voir que ça existe » m'a-t-elle dit. « Un endroit comme ça, un vrai endroit. »« Si, je sais, parce que je cherchais aussi. » Luc est passé à ce moment-là avec un plateau de biscuits qu'il avait fait le matin avec Amandine. « C'est pour vous, madame. Les biscuits à la cannelle, c'est les meilleurs. » Elle a souri pour la première fois depuis son arrivée. Hier soir, Luc et moi regardions la télévision dans le salon commun du pavillon. Un vieux film, pas un western pour une fois. À un moment, il s'est tourné vers moi. « Maman, papa aurait aimé ici, tu crois ?» J'ai pensé à Gérard, à son figuier que j'ai fait déplanter et replanter dans le jardin du pavillon avec l'accord de la directrice. Il est là maintenant, à l'angle du muret, un peu choqué par le déménagement, les premières semaines. Mais il a repris. Ton père aurait adoré ici. Il aurait fait des concours de café avec toi le matin. Look, Harry, j'aurais gagné. Sans aucun doute. À 68 ans, j'ai appris qu'on ne protège pas les gens qu'on aime en faisant semblant que tout va bien. On les protège en regardant la vérité en face, même quand elle fait mal, et en agissant avant qu'il ne soit trop tard. J'ai troqué une grande maison contre une vie à taille humaine. J'ai remplacé une famille de façade par des liens vrais, imparfaits, vivants. L'argent que j'ai mis dans ce projet ne reviendra pas. Mais chaque matin, quand Luc pose sa tasse devant moi avec cette fierté tranquille de quelqu'un qui est chez lui pour de bon, je sais que je n'ai rien perdu. J'ai simplement appris enfin ce que valent les choses. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire de quelle ville vous écrivez et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Je n'ai pas pris cette décision dans un moment de colère. La colère, je l'avais eue, bien sûr cette nuit de mars où je me suis assise dans ma cuisine, les mains à plat sur la table, à regarder le jardin dans le noir. Mais ce qui m'a conduite jusqu'au bout, ce n'était pas la fureur. C'était quelque chose de bien plus calme et de bien plus solide. Une certitude. Ce que j'ai compris ce soir-là, c'est que j'avais attendu trop longtemps. Pas par naïveté, j'avais vu les petits signes depuis des années, les regards de trop, les soupirs à peine contenus, les phrases glissées comme par inadvertance.
Mais j'avais choisi de regarder ailleurs, parce que regarder en face coûte quelque chose. Ça coûte le confort de se dire que tout va bien, que la famille tient, que les gens qu'on a aimés sont fondamentalement bons. Ils peuvent être bons et faire de mauvaises choses. Ces deux réalités coexistent. J'ai mis du temps à l'accepter pour Christophe. Mon fils n'est pas un monstre. Il est quelqu'un qui a laissé quelqu'un d'autre penser à sa place, parce que c'était plus facile. Et cette facilité, là, a un prix. Elle s'est payée en silence chaque fois que Luc a été regardé comme un problème plutôt que comme une personne. La trituère, l'intelligence vraie. Pas celle des diplômes, c'est de savoir faire la différence entre ce qu'on nous dit et ce qu'on voit. Valérie me parlait du bien, être de Luc, de mon confort, de mon avenir. Ces mots étaient raisonnables. Mais ce que je voyais, c'était mon fils envoyé dans le jardin par une matinée froide pendant qu'elle téléphonait dans mon salon. Ce que j'entendais, c'était la façon dont elle avait calculé le prix de ma maison avant même de me le dire. L'intelligence, c'est de faire confiance à ce qu'on voit, pas à ce qu'on veut bien nous laisser croire. Et le courage, ce que certains appellent la Luc, cette force qui ne fait pas de bruit, ce n'est pas d'affronter les gens, c'est d'agir. De prendre rendez-vous chez le notaire un jeudi après-midi tranquille. De rencontrer une directrice d'association dans un bureau sans fenêtre et de repartir avec une conviction. De faire des cartons en silence pendant que Luc est à la blanchisserie et de lui préparer une vie digne sans attendre la permission de personne. Luc m'a appris quelque chose que 32 ans d'enseignement ne m'avaient pas appris aussi clairement. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il produit, à ce qu'il possède, à ce qu'il rapporte. Elle est là, entière, dans la façon dont il prépare son café le matin en mesurant les cuillères avec une précision absolue. Dans la façon dont il se souvient de l'anniversaire de chacun. Dans la façon dont il a tendu la main à cette femme qui pleurait dans le couloir du pavillon avec un plateau de biscuits à la cannelle. Ce que nous faisons aux plus vulnérables autour de nous dit tout ce que nous sommes vraiment. Pas les grands discours, pas les intentions déclarées, les actes ordinaires, ceux que personne ne regarde. J'ai 68 ans, j'ai vendu une maison et j'ai acheté quelque chose qui ne figure dans aucun bilan. Chaque matin à 7h30, Luc pose sa tasse devant moi et me dit que son café est meilleur que celui du bar d'en face. Je suis d'accord avec lui. Et ça, aucune cupidité n'aurait pu me le donner.